Brésilien en 2018, avant de dégagisme, l'avait porté à la tête de la première puissance économique d'Amérique latine. Alors après 3 ans de mandat, beaucoup s'accordent à dire que son bilan est désastreux. Avant d'accueillir notre invité, retour sur ces 3 années avec Aurélie Schiller. Jair Bolsonaro, poignardé sous les yeux de ses partisans alors qu'il fait campagne pour la présidentielle de 2018. Grièvement blessé et contre toute attente, le candidat d'extrême droite favori de l'élection présidentielle se relève de ses blessures et devient l'icône d'un peuple majoritairement chrétien. Le candidat du Parti social-libéral est élu président du Brésil avec 55,1% des voix. Mais ses prises de position sont vite controversées. On lui reproche sa gestion de plusieurs dossiers sensibles. La crise sanitaire liée au coronavirus. Dès le début, Jair Bolsonaro est pointé du doigt pour sa minimisation du danger. Il qualifie la maladie de simple grippe, s'oppose au confinement. La campagne de vaccination est jugée tardive et chaotique. Il y a quelques jours, alors que son pays subit une nouvelle flambée de cas de contamination avec près de 260 000 morts de la Covid-19, le président Jair Bolsonaro fustige les mesures prises par de nombreuses villes pour faire face à la flambée de l'épidémie. Il invite les Brésiliens à arrêter de se plaindre. Vous n'êtes pas restés à la maison. Vous n'étiez pas des lâches. Nous devons faire face à nos problèmes. Arrêtez toutes ces histoires et ces pleurnicheries. Combien de temps allez-vous continuer à pleurer? Autre dossier pointé du doigt, la politique anti-écologiste du président Bolsonaro. Ayant pour projet de construire une autoroute traversant la forêt amazonienne, il est jugé responsable de sa déforestation par la communauté internationale. Des hectares de forêt incendiés, un déboisement massif nié par le président lors d'une conférence sur l'Amazonie. Parce que c'est une forêt tropicale, comme la plupart d'entre vous le savent, elle ne peut pas prendre feu. Donc cette histoire selon laquelle l'Amazonie brûle est un mensonge. Dépeint par les peuples autochtones comme un persécuteur, Jair Bolsonaro est accusé de crimes contre l'humanité. Le président Bolsonaro doit comprendre. Si le blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Et on mourra tous. À 65 ans, celui que l'on surnomme le Trump des tropiques est en pole position pour les prochaines élections présidentielles. Sans compter sur Lula, qui, s'il ne l'a pas encore annoncé officiellement, pourrait devenir un adversaire de taille en 2022. Et on accueille Virginie Jacob-Berger, l'avouée, auteure de ce livre, Brésil, voyage au pays de Bolsonaro. Bonsoir à vous, merci encore d'être là. Alors encore aujourd'hui, on se demande comment cet ultra-conservateur, ouvertement homophobe et misogyne a pu arriver au pouvoir. Alors, c'est vrai qu'on l'a surnommé notamment le Trump des tropiques, en faisant le parallèle avec, bien sûr, Donald Trump. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais très honnêtement, je pense qu'il faut quand même bien voir la situation dans laquelle était le Brésil en 2018, quand il a fait campagne, et se dire que, ce que j'explique dans le livre, justement, je suis vraiment revenue sur qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Il y a les deux grands mots du Brésil, ça a toujours été la corruption, mais pendant des années, c'était moindre que malheureusement pendant les 3 derniers mandats où ça a été une affaire colossale et malheureusement, ça a entraîné une dégradation de l'économie. Donc, les Brésiliens, il ne faut pas se dire que d'un seul coup, ils sont tous devenus d'extrême droite et qu'ils ont voulu voter pour l'extrême droite. Ils ont voté pour Bolsonaro parce que il est apparu alors qu'il était en fait un député comme le chevalier blanc alors qu'il était depuis 30 ans député. Comme un messie, j'allais dire. D'ailleurs, il n'avait pas, c'est un des seuls candidats qui n'avait pas d'affaires de corruption. Et sans la corruption, il faut bien se dire que Bolsonaro n'aurait jamais accédé au pouvoir sans ce qui s'est passé avant dans le pays, c'est-à-dire la corruption et ensuite le problème de la violence, puisqu'on sait que c'est un des pays les plus inégalitaires au monde. Et la violence est colossale et n'a pas été bien traitée ces dernières années. Alors, comme un messie, je disais, parce que ses parents ont failli l'appeler d'ailleurs comme ça, un messias. C'est son deuxième prénom. Son deuxième prénom. Voilà. Et effectivement, donc si on regarde qui l'a élu majoritairement, quelle a été comme ça un peu la force qu'il a lancée, il y a eu la conjonction un peu de 3 phénomènes. Un lobby qu'on appelle un peu pour schématiser les BBB, en faisant référence à la fois
à la Bible pour désigner le mouvement évangélique. Vous savez que le Brésil est un pays catholique avec une croyance très très forte, mais gagné ces dernières années par des mouvements évangéliques de plus en plus forts, et notamment forts parce que sur place, notamment dans les quartiers pauvres, en fait il y avait une démission de l'État ne faisait plus de travail social, l'Église n'allait pas non plus, donc évidemment tous ces réseaux évangéliques sont devenus extrêmement forts et influents. Avec les évangéliques, il y avait donc le fameux deuxième B, BBB. Le deuxième B, c'est pour Bâle, donc les pro-armes. Donc ceux-là aussi, non seulement ils ont voté en 2018 pour Bolsonaro, ils vont continuer puisqu'il a fait passer des décrets dans ce sens-là. Et le troisième B, c'est pour, entre guillemets, bœuf, donc à savoir l'agro-business. Vous savez que le pays, le Brésil est un pays extrêmement exportateur pour l'agriculture, et même pendant la pandémie, ils sont à plus de 24% d'exportation. Donc il faut se dire que tout ce socle électoral, c'est à peu près 35% des votants, vont continuer à le soutiennent toujours. Ouais. Jair Bolsonaro, qui quand même va peut-être trouver quelques difficultés à accéder au pouvoir. On va bien sûr parler de Lula qui revient sur la scène politique, qui a tiré à boulet rouge mercredi donc sur Jair Bolsonaro, l'ancien président Lula qui a donc prononcé son premier discours après le recouvrement de ses droits politiques. Ses condamnations ont été annulées. Il laisse planer le doute sur son éventuelle candidature. On imagine bien que Lula a une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre, et puis de toute façon il laisse planer le doute, mais entre guillemets il avait quand même déjà fait passer quelques messages dans ses tweets en disant que si on le désignait et s'il était à nouveau éligible, il se présenterait volontiers. Donc en fait lundi il y a une décision effectivement qui a été prise qui supprime toutes ces condamnations. Alors attention, pour le moment elle lève ces condamnations, mais il n'est absolument pas innocenté. En fait tous les poursuites restent les mêmes, donc c'est quand même des affaires de corruption. Tout cela va revenir auprès d'un tribunal à Curitiba, puis à Curitiba à Brasilia justement, puisqu'en fait le juge qui a pris cette décision, c'est simplement pour un problème technique. Il a estimé que la cour concernée n'était pas compétente. Alors sur l'histoire des institutions, on peut quand même se poser la question, puisque l'affaire remonte à 2017, comment ça se fait que maintenant, 4 ans après, on décide que la cour n'était pas compétente, quoi. Et on peut quand même se dire sur les institutions que c'est quand même un problème si ça repose chaque fois, puisque c'est pas la première fois qu'il y a des rebondissements, que la justice brésilienne, où on n'arrête pas de dire les institutions sont fortes, il y a quand même un problème sur la gestion de la justice, puisque d'un seul coup on voit qu'il y a des revirements, parce que finalement ça appartient à la décision d'un homme, et très honnêtement là je fais abstraction du jugement, quel que soit le jugement, on peut se poser quand même la question. C'est pas tellement normal dans une grande démocratie que d'un seul coup il y ait des revirements comme ça, et avec la justice brésilienne ça a été assez constant. Il faudrait juste comprendre que effectivement, s'il y a peut-être un problème de partialité de certains juges, on en parle beaucoup du juge Moro qui a donc condamné Lula, c'est pas pour autant l'affaire Lava Jato, c'est effectivement le plus grand scandale de corruption jamais révélé, c'est des milliards détournés. Pour le moment, la gauche qui était au pouvoir n'a jamais fait de mea culpa là-dessus, et c'est pas parce qu'il y a un problème de juge dans l'affaire. Vous savez, des juges d'instruction, il y en avait des dizaines, et malheureusement cette affaire est gigantesque. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'au Congrès, ça arrange un peu tout le monde, que finalement cette affaire aujourd'hui on l'enterre, puisque si vous prenez le Congrès brésilien, vous avez quand même un tiers des députés qui ont des affaires, des poursuites, et malheureusement c'est pas des petites affaires. Voilà, une élection donc, extrêmement grave en 2022 qui s'annonce palpitante. Virginie Jacot-Berger-Lavoé. Sur fond, si je peux le rajouter, parce que vous le soulignez très bien dans votre reportage, d'une situation absolument dramatique, et Bolsonaro sera comptable de la très mauvaise gestion de la pandémie, puisque malheureusement on est à plus de 270 000 morts et que la vaccination peine, donc malheureusement ces chiffres ne vont pas s'améliorer dans les prochaines semaines. Voyage au pays de Bolsonaro. Merci beaucoup Virginie Jacot-Berger-Lavoé d'avoir été l'invitée du 23h. Merci encore d'avoir été là. Le Liban s'enfonce chaque jour.